C'est une période tellement spéciale de l'année, juin, quand nous pouvons voir l'abondance croissante de toutes ces plantations de printemps. Et je veux les partager avec vous dans cette visite. Ce n'est en fait que la moitié du jardin, car le jardin est devenu vraiment assez grand maintenant. Nous ferons une deuxième visite dans 2 ou 3 semaines de la partie que nous avons vue la dernière fois. Et regardez ceci, c'est l'une des belles parties des fruits du début de l'été. Et ceci est une taburie que vous devez laisser devenir vraiment foncée pour qu'elle prenne un peu de douceur. Le goût est très acide et intense. Je vais en donner à Nicolas qui filme, car c'est son anniversaire aujourd'hui. Et elle est venue ici tôt pour faire cette vidéo. Ce taburi n'en est qu'à son 3e été. Je l'ai donc planté en février 2023. L'année dernière, nous avions eu des fruits, mais rien de comparable à cette abondance vraiment merveilleuse. Il reste encore pas mal de récoltes à venir. Et une autre merveille, propre à cette période de l'année, pas tout à fait unique, mais très spéciale en juin, ce sont les fleurs, comme les pois de senteur, qui abondent. Et comme c'est un membre de la famille des pois, c'est une plante qui pousse tôt. Semée en décembre, plantée en mars avec un voile de protection. Et nous avons déjà eu beaucoup de pois de senteur. Et en fait, je fais un peu de pincement latéral pour garder les tiges principales pour obtenir des tiges plus longues plutôt que plus nombreuses, mais plus courtes. Et vous pouvez en voir plus à ce sujet dans une vidéo que nous avons filmée ici récemment, publiée il y a quelques jours, le petit jardin, qui concerne ce petit jardin là-bas, par opposition au plus grand jardin ici, qui fait seulement un demi-hectare, soit 1700 mètres carrés de surface cultivée, tout en non-labour et en culture multiple, cultivée en continu. Donc même si on est à la mi-juin, ça ressemble au printemps et il y a encore des brassicacées, des choux, du choucal, de la cala et des oignons nouveaux à planter, des plantations répétées, des plantations en succession, beaucoup de laitue, parce que mon activité principale c'est de vendre des sachets de feuilles de salade. Et puis dans la serre elle-même, nous avons, encore une fois, un sol sans labour. C'est du fumier de vache, en fait, ici dessus, sans aucun apport ni engrais. Tomates en corde, en cordon, et regardez ces melons, quelle abondance incroyable. La croissance précoce est déjà vigoureuse, mais pas encore prête à récolter. Comme ici c'est le plus gros, je pense, je vais vous le montrer. C'est une variété qui s'appelle Malaga. Et tous les melons que j'ai semés le 28 mars et dans des godets, je les rempote dans des pots de 7 cm. Puis je les plante ici début mai quand il n'y a plus de risque de gel. Le gel ne pénètre pas trop ici. Certains sont plus petits car je les ai gardés en pot plus longtemps et plantés plus tard pour tenter une petite succession. Voici une plante de louffa ou louffa que j'apprécie beaucoup. Vraiment pratique pour se gratter le dos. Et le basilic ici a été bon. Nous commençons à peine à récolter le basilic grec qui est unique avec ses nombreuses petites feuilles délicates. C'est parfait pour le mélange de salade en fait. Eh bien c'est pour ça que je l'utilise. Et ça c'est après qu'il avait été coupé. On peut ensuite recouper toutes les 2 à 3 semaines. Et ici c'est un climat tempéré, donc ce n'est pas continental. Nos journées ne sont pas très chaudes. Aujourd'hui pourrait être l'un des plus chauds, avec 24 degrés Celsius, soit 75 degrés Fahrenheit. Certains d'entre vous penseraient que ce sont des températures de printemps, mais c'est pour cela que je cultive des melons et des tomates sous abri. Et en fait, on peut jeter un œil dans la serre tunnel. J'ai un petit problème à vous montrer et je suis curieux de savoir si vous auriez des idées à ce sujet. Les tomates, elles sont superbes, avec une couleur intéressante et variée. Le vert varie en intensité selon les endroits. C'est du fumier de cheval de la couche chaude de l'an passé. Et ça, c'est du compost fait maison. Et c'est en partie parce que les variétés, ces tomates cœur de bœuf, poussent plus lentement et ont des feuilles un peu plus pâles, mais pas aussi pâles que celles-ci. Je ne dis pas que c'est un problème, je suis juste intrigué par la différence. On apprend tout le temps. Encore une fois, il n'y a qu'un paillis en surface et aucun engrais. Je ne nourris pas les tomates. Je les nourrirais si elles étaient en pot, mais pas en pleine terre. C'est là que j'ai soudainement un problème. Juste hier, je l'ai remarqué et me suis demandé ce qui se passait. Certains des concombres, vous pouvez voir qu'en général, ils ont l'air plutôt sains. Mais regardez ça, oh, ils sont là, c'est le plus flagrant. Ça m'est déjà arrivé auparavant, mais seulement sur quelques plantes, et généralement après une journée vraiment chaude. J'ai donc pensé que la pointe brûlait par manque d'humidité, comme les pointes brûlées de la laitue.
Cependant, hier et les jours précédents étaient plutôt gris, loin d'être chauds. Alors pourquoi cela arrive-t-il soudainement maintenant? C'est probablement le pire exemple ici en haut. Ce que j'ai déjà constaté, c'est que si j'enlève ce haut, ça semble affreux de faire ça. Ensuite, j'enlèverai ce concombre en espérant que le rejeton latéral pousse malgré sa mauvaise mine. Il se passe quelque chose ici et je dois comprendre car j'adore cultiver des concombres. C'est une culture importante pour moi. Je vais juste mentionner rapidement les pucerons en passant, comme on me pose souvent des questions à leur sujet. Ces aubergines ont effectivement quelques pucerons et nous les avons pulvérisés. Mais en fait, sur la feuille là-bas, vous pouvez voir une coccinelle et c'est toujours bon signe. Mi-juin, les prédateurs arrivent. Il y a donc toujours cette période où les pucerons semblent tout envahir, puis soudainement, cela signifie qu'il y a assez de nourriture pour toutes les coccinelles, en particulier les larves de coccinelles. Adam a ajouté quelques plantes supplémentaires qu'il a trouvées, comme la roquette sauvage. Et au printemps, au début de l'été, cet équilibre merveilleux commence à s'installer. Et puis ici, l'autre magnifique récolte de juin, c'est d'attendre que les choux-fleurs fassent quelque chose. Vous avez peut-être remarqué un problème avec les choux-fleurs d'hiver dans le petit jardin qui ne se sont pas développés correctement. Regardez, celui-ci a été semé au printemps. Donc cela a été semé fin février, transplanté ici fin mars avec un voile de protection par-dessus, et il commence à pousser. Le deuxième sera bientôt prêt, j'en ai déjà récolté un. Je suis vraiment content quand il donne effectivement une période de récolte. C'est un hybride F1 White extra large. Je suis intrigué par leur démarche, mais c'est une bonne chose car on ne souhaite pas tout avoir d'un coup. J'ai des blancs, les violets arriveraient plus tard. Ici, il y a du brocoli ou du calabrais. Donc ça, c'est le grand type marathon. Et ils arriveront probablement dans environ une semaine et ils ont tendance à arriver tous en même temps. Pour garder les plantes en bonne santé, j'enlève les feuilles du bas comme ça. Passons par exemple, vous pouvez voir la différence de couleur, de texture et de dommages sur les feuilles. Les feuilles du bas attirent le plus les limaces et les nuisibles. Je garde donc tout bien propre pour limiter leur nombre. Je limite aussi le nombre de limaces en n'ayant pas de côté en bois sur les plates-bandes, en gardant l'herbe bien tondue, les bords nets. En fait, la propreté générale aide vraiment. Et ensuite, vous pouvez être sûr que les plantations successives vont réussir. Voici la zone que nous explorerons. C'est environ un quart d'acre, pas tout à fait, 600 mètres carrés. Et il y a 4 ans, quand j'ai acheté ce champ, il était rempli de liserons convolvulus. Maintenant, il en reste peu, mais nous y sommes parvenus grâce au paillage initial et à la persévérance. Donc il faut régulièrement enlever les nouvelles pousses de liserons ou de toute autre mauvaise herbe vivace, c'est ça. Il faut rester vigilant pendant la première ou les 2 premières années, dans le cas du liseron, car il revient constamment. Mais ne baissez pas les bras, soudainement il disparaît, épuisé par vos efforts. Et donc après, vous avez un sol propre. Et quand vous avez un sol propre comme celui-ci, vous savez, vous pouvez vous amuser davantage et le jardinage devient plaisant. Ici, nous venons juste de terminer les fèves. Les tiges sont coupées au ras du sol ou parfois les racines sont tordues pour les retirer. En général, quand je nettoie, je préfère tordre plutôt que tirer. Ainsi, on ne dérange pas trop le sol. Et maintenant, c'est prêt sans autre travail pour planter la deuxième plante. Ça pourrait être du chou, des choux de Bruxelles ou certaines plantes de Macère. Et ces pois, nous verrons plus de ceux qui produisent Klao dans une minute. Mais ceux-ci, je ne les récolte pas. Ils seront tous pour la semence. C'est donc un autre point important en cette période de l'année. Mettez de côté quelques plantes non récoltées pour la semence. Ici, nous avons buté les pommes de terre avec du compost. C'est du compost de champignons. En mettre une bonne quantité. Vous pouvez le déposer par-dessus ou le mettre au centre et l'étaler autour. Cela signifie que les pommes de terre ne verdissent pas, même sans labour. Elles ont donc tendance à se développer assez près de la surface. Les racines sont profondes, mais les pommes de terre sont plus superficielles. Voici Jazzy et Charlotte, 2 variétés de pommes de terre de 2e précocité, idéales pour les salades. Elles seront récoltées avant, probablement le 25 juillet ou plus tôt, laissant le temps de replanter d'autres cultures. Désormais, tout tourne autour de la succession, mais il faut continuer à cultiver des plantes. Voici une autre merveilleuse récolte de juin, les pois. Et je vais voir si je peux en trouver un beau à cueillir.
Erst Green Shaft est vraiment ma variété préférée parce que regardez la longueur de la gousse et à quel point elle est bien remplie. Très souvent, on obtient 10 pois dans une gousse. En réalité, il y en a plus, 8 ici et 12 là-bas. Non, c'est un record. Oui, on a un printemps fantastique et abondant, en partie grâce à une météo incroyable où le soleil a été très présent. Et je pense aussi au travail énergétique que je fais. J'ai publié un livre à ce sujet, ce printemps, sur les nouvelles énergies, et il y a des méthodes très simples et peu coûteuses pour rendre votre parcelle plus abondante. Et oui, encore plus de tomates ici. Je peux vous montrer un bel exemple d'association de cultures. Voici un laria qui n'est pas en terre depuis très longtemps. Il a été semé vers le 20. J'ai semé 2 jours avant la pleine lune, une excellente date. Pendant la lune montante, j'ai remarqué que les plantes poussent plus vigoureusement. Des poireaux semés en motte et plantés très petits ont été associés. Ils étaient minuscules lors de la mise en terre. Le céleri rave avait environ 6 semaines. Je vais maintenant enlever cette couverture parce que nous n'avons pas arrosé récemment, mais il a un peu plu et je ne pense pas que toute l'humidité passe à travers des couvertures comme la thermocrope. C'est une sorte de filet. Je les ai couverts, car les pucerons peuvent endommager le céleri rave quand il est petit. Et il y a la mouche mineuse du poireau sur les poireaux. Mais nous devrions en être débarrassés maintenant jusqu'à l'automne. Donc je vais laisser la couverture enlevée jusqu'en octobre peut-être. On verra parce que ces oignons, ceux-ci aussi, ils étaient couverts comme des oignons semés en touffe. Mon Dieu, ils sont vraiment beaux et ils ont l'air tellement vigoureux. 2, 3 ou 4 dans une touffe, plantés à environ 30 cm. Et ceux-ci étaient recouverts de voiles horticoles par-dessus. Ils le soulevaient comme une bulle. Et cela a duré jusqu'au 30 mai. Donc c'était il y a seulement 12 jours. Oh, la couverture a été retirée et tout ce qui a poussé au-dessus du voile représente la nouvelle croissance. En juin jusqu'au solstice, les oignons ne font que pousser des feuilles comme à leur habitude à cette période de l'année. Donc, plus vous plantez les oignons tôt, plus votre récolte devrait être importante. J'ai encore une couverture sur la bêta-carde, déjà récoltée une fois jusqu'à présent, parce que je m'inquiète des lapins. Nous avons pas mal de lapins ici. Voici un exemple de leur alimentation. Ils adorent les feuilles de betterave et de bêta-carde. Je pourrais l'enlever maintenant, car il y a tellement de bêta-carde sous cette protection que je pourrais me permettre d'en perdre un peu. Et en fait, nous avons eu un bel exemple d'Adam qui a aidé. Il est venu ici avec son fusil, il a un permis de chasse, et il a dit d'une manière très décontractée, il a dit « Oui, j'ai abattu 2 lapins avec une seule cartouche. » Vendredi dernier, il a tué 2 lapins et un pigeon. On essaye de gérer ça, ou plus précisément, c'est lui qui s'en occupe. Les asperges, j'ai oublié de les cueillir ce matin. Eh bien, j'étais trop pressé et je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer comment je les cueille. Ce n'est pas classique, mais ça marche et c'est rapide. Et c'est une variété appelée Ariane, que j'ai semée à partir de graines en février 2022. Donc ça fait 3 ans et 4 mois et je l'ai plantée ici en juin 2022. Et là, je vais faire ma dernière récolte parce que les plantes d'E-Puff maintenant, elles sont encore assez jeunes et elles pourraient pas pousser comme ça. Celle-ci a été plantée 1 an plus tard, c'est Mary Washington. Et donc, vous les laissez pousser comme ça et elles produisent ces magnifiques fougères et l'énergie des feuilles nourrit les racines. Donc pour la plupart des asperges un peu plus âgées, on arrête de les récolter au solstice, le 21 juin, qui n'est qu'à 10 jours d'ici. Comment cela s'est-il produit? C'est tellement rapide. Fèves, j'allais les mettre à l'ombre. J'ai eu tellement d'abondance ce printemps, et celle-ci en particulier, c'est peut-être à cause de la facélie qui était juste des plantes aléatoires restées du couvert végétal de l'année dernière. Je me suis dit de les laisser pousser. C'est une plante pour les abeilles et elle attire peut-être les pollinisateurs pour les fèves. Mais vous pouvez voir qu'il y a vraiment une forte abondance ici. Nous en avons cueilli un peu et en fait, nous ne les avons pas assez arrosés. Les taches chocolat apparaissent principalement sur les feuilles âgées, ce qui est intéressant, mais généralement peu inquiétant. J'apprécie vraiment les fèves et pense qu'elles ont une mauvaise réputation injustifiée.
Quand elles deviennent vraiment mûres, comme ça, les gens disent Pangal qu'elles sont dures, mais en fait pas du tout. Hier j'en ai récolté et je les ai cuisinées juste 5 minutes, presque à la vapeur, même 4 minutes, avec un peu de menthe, et c'est tellement tendre et vraiment assez charnu d'une manière agréable. Vérifions rapidement le tas de compost. Je veux vous montrer un bel exemple de vert et de brun. En cette saison, il y a beaucoup de vert. Ici, on a de l'herbe datant d'hier seulement et c'est déjà assez chaud. Mais au lieu d'en mettre une grosse quantité, faites plutôt une couche d'environ 10 cm, soit 4 pouces. Et ça, c'est tamisé, c'est du copeau de bois âgé d'1 an, enfin même pas 1 an, 9 mois. Donc je ne veux pas les gros morceaux de bois parce qu'ils ne vont pas vraiment se décomposer dans le cycle de compostage, mais juste avoir les petits morceaux déjà à moitié décomposés. Voici donc votre mélange vert et brun. Restez à l'affût d'une vidéo sur la fabrication du compost qui sortira probablement la semaine prochaine sur ma chaîne. Et c'est là que j'ai eu un problème avec du compost que j'avais acheté. Ça s'appelait, c'est du fumier de vache. C'est un fumier de vache un peu étrange à mes yeux parce que les vaches sont sur de la litière en bois. Et en fait, ça réduit sa valeur nutritive, je m'en rends compte à ce stade. Il y a encore pas mal de bois non décomposé là-dedans. Et c'est acceptable, surtout à long terme, c'est acceptable. Mais j'ai eu des soucis avec des plantes victimes d'un empoisonnement au pyralide, un désherbant aminé paralysant. Voici comment atténuer ce problème si vous y êtes confronté. La lumière du soleil dissipe cette substance horrible et le maïs doux y résiste. Donc je sais que je suis tranquille avec cette plantation. Et autour des bords, j'ai des plantes qui sont plus sensibles, comme ce poivron qui a l'air un peu jaune, mais ça pourrait être simplement un manque de chaleur. Vous savez, il n'a pas fait très chaud récemment. Et ces plantes ont l'air en forme, donc les soucis, s'il y avait une infestation vraiment forte, ils en souffriraient. Je suis encouragé parce que je vois, c'est une légère dose, et même juste là-bas, il y a un plant de tomates, et ils sont très sensibles. Et en fait, juste au-delà du plant de tomates, vous pouvez voir une livraison récente d'hier de 4 mètres cubes de compost de champignons. Ça vous donne une idée. J'achète du compost et j'utilise environ 60% de compost fait maison. Et les 40% restants, j'achète principalement du fumier animal et du compost de champignons. Je trouve que c'est généralement fiable. Ce grand bac est le seul que l'on pourrait appeler une plate-bande surélevée à Homa Craze. Et je l'ai créé au départ pour voir si cultiver des carottes en hauteur réduirait la mouche de la carotte. Et j'ai eu de très belles carottes ici en juin 23. Pas de mouche de la carotte, que ce soit dans le jardin ou ailleurs. C'était une saison avec peu de ces insectes. Je ne sais toujours pas. J'ai essayé de refaire ça l'année dernière, mais les limaces ont mangé tous les semis de carottes. Je vais planter des pommes de terre cette année, mais aussi essayer un semis tardif de carottes. On souffre davantage de la mouche de la carotte en octobre à cause du semis d'été. C'est vraiment un très bon moment pour semer des carottes maintenant. Mais oui, on verra bien. Récolte de l'ail, c'est bientôt prêt. Et très souvent, je trouve que je peux les arracher comme ça parce que la tige est encore assez fraîche et verte. Et je ne crois pas à ceux qui vous disent qu'il faut attendre que les tiges jaunissent. Nous avons de la rouille ici, c'est une autre histoire, mais ce n'est rien comparé à ce que c'était les années précédentes. Et vous pouvez voir que l'ail est certainement beaucoup plus gros que l'année dernière. Ce dernier pourrait rester une semaine de plus, mais vous pouvez constater le gonflement des bulbes. L'ail offre diverses possibilités. Évitez de l'exposer au soleil, procédez comme ceci, puis placez-le simplement sous un toit pour le protéger du soleil qui peut l'abîmer. Et puis, vous savez, ça sera dégagé avant le solstice et il y a une chance que, encore une fois, ça puisse être des brassicacées, ça puisse être des salades, ça puisse être du céleri. Il y a tellement de nouvelles plantes que vous pouvez essayer. Alors que quelque chose comme celle-ci, c'est une plante qui dure toute une saison, voire plus. Bien que plantée seulement à la mi-mai, ce sont divers types de courges d'hiver. Marina di Chioggia est toute dans ce parterre et Crown Prince ici par exemple. Et ceci devrait être prêt à récolter fin septembre, début octobre. Donc, nous avons mis du nouveau compost autour, non pas par choix, mais pour utiliser l'ancien compost de champignons avant l'arrivée du nouveau lot. Il y a 2 plantes incroyables de chaque côté de moi, ici, et je vais mentionner celle-ci en premier. Regardez ces choux raves.
Celui-ci en particulier est vraiment intéressant et vous pouvez voir que le multisemis n'est pas toujours une bonne idée avec le chou rave comme celui-là qui ne pousse pas bien, donc je l'enlèverai alors que le gros est clairement prêt. Celui-là doit être récolté rapidement, sinon en juin il risque de devenir un peu fibreux. Et ils commencent aussi à se soulever un peu, et parfois ils font ça, heureusement très peu d'entre eux l'ont fait, mais encore une fois, je ne sais pas trop pourquoi. Les choses ne sont pas toujours parfaites et c'est normal, mais tant que la plupart de vos plantes poussent bien, vous vous en sortez. Les légumes sont exigeants. Regardez la vigueur de la croissance ici. Lors de ma journée portes ouvertes, il y a 2 jours, beaucoup ont remarqué que dans d'autres jardins, il y a souvent beaucoup de feuilles jaunes à la base quand les plantes deviennent aussi grandes. Certaines sortes n'en ont pas, probablement dû à l'énergie et à l'utilisation de ce bon paillis de compost sans labour. Et c'est une variété appelée Tall Sugar, que malheureusement vous ne pouvez plus acheter. Donc je garde simplement mes graines chaque année. Si vous venez à ma journée portes ouvertes le 6 septembre, j'aurai quelques graines à partager. Je n'ai pas le droit de vendre des graines car le processus d'autorisation est très complexe. Mais en général, je garde beaucoup de graines de celles-ci, en partie pour les partager et aussi parce que je veux en avoir plein au cas où. Elles sont donc très grandes et vigoureuses, et il faut tendre une ficelle de ce côté. Le vent dominant vient de l'autre côté, c'est-à-dire du sud-ouest. Et oui, il faut les maintenir droites, parce que maintenant qu'elles commencent à fructifier, en fait, si on recule un peu, je voulais juste vous montrer un exemple de la façon dont elles produisent, parce que c'est un peu inhabituel. On les appelle parfois mojitos, mais ce n'est pas exact, car pour un vrai mojito, on ne les laisse pas grossir. Regardez celle-ci, elle a de jolis petits pois à l'intérieur, c'est parfait, vous pouvez les laisser grossir. Mais si vous coupez les extrémités de la gousse comme ça, je vais la manger. Excusez le bruit de mastication. Parce que pendant que je fais ça, on pourrait jeter un œil aux dégâts causés par les lapins. Oui, excusez-moi. Voilà, c'est ça. J'ai soulevé ce coin de la couverture en polaire il y a quelques jours et le lendemain matin, c'est ce que j'ai vu. Alors je me suis dit, bon, je vais la laisser. En réalité, les betteraves n'ont pas besoin de couverture à cette période de l'année. Je vais donc enlever celle-ci. L'avantage de ne pas avoir de couverture, c'est qu'on peut voir plus facilement les mauvaises herbes et les plantes reçoivent toute la lumière jusqu'à présent. Sous une couverture, ce n'est pas le cas, mais ça n'a pas eu d'importance car on a tellement de lumière en ce moment et puis les couvertures sont aussi utiles contre les insectes. Donc, pour les légumes, comme ces brassicacées, il y a toujours beaucoup de dégâts d'insectes en été. C'est pourquoi j'ai mis une couverture sur celle-ci que nous avons plantée. En fait, j'ai planté avec le groupe du stage le 25 mai, donc il y a un peu plus de 2 semaines seulement. Et elles avaient un voile posé dessus pendant les 10 premiers jours et dimanche, on l'a enlevé. On a eu pas mal de pissenlits qui sont sortis à cette période de l'année. C'est drôle, je n'en vois pas en ce moment, mais en général, je vois des semis de pissenlits partout, parce que cette zone sauvage pousse beaucoup. Donc aujourd'hui, c'est un jour pour biner. Et aussi, il y a des semis de renoncule. Il y a un peu de renoncule, et la renoncule et le pissenlit sont mes 2 principales mauvaises herbes ici. Et celle-là, si vous êtes précis, vous pouvez biner. En binant, il faut déloger suffisamment les mauvaises herbes pour qu'elles restent à la surface et sèchent au soleil. Ce serait le moment parfait pour le faire. En fait, Adam va prendre la houe tout de suite et j'espère pouvoir le rejoindre aussi. Oui, donc ici nous avons quelques pois qui étaient pour les pousses. Je cultive des pois pour les pousses, c'est-à-dire que vous cueillez cette partie, parfois vous l'enlevez. Peut-être que c'est très bon à manger en salade. Et les tournesols à cette extrémité, oui, vous pouvez voir à quel point ils sont robustes. C'est d'un semis très précoce. Enfin, non, ce n'était pas si tôt, en fait. C'était à la mi-avril, à la période habituelle pour moi. Non, début avril, désolé. Mon idée est de les sortir après la dernière gelée. Je voulais une belle allée le long de cette bordure herbeuse que nous entretenons en coupant l'herbe sur le bord environ toutes les 3 ou 4 semaines. Et cela offrira une magnifique vue. Je suis impressionné par la survie de ces tournesols plantés en terre avant notre dernière gelée du 6 mai, alors qu'ils étaient encore petits.
Malgré une forte gelée, ils ont survécu, prouvant leur robustesse. Les poivrons sont plus rustiques que les tomates. Ils n'aiment pas le gel, mais tolèrent un peu de gelée. Et puis ici, on pourrait terminer la vidéo sur une note un peu différente parce qu'il y a des travaux de construction en cours. Et je peux aussi vous montrer ce coin de Homemakers où en fait je dois mentionner l'étang. On me pose souvent la question à ce sujet. L'étang, est-ce qu'il y a de l'eau dedans? Eh bien voilà votre réponse. Je suis tenté de le garder comme une zone humide sèche. On peut admirer les superbes fleurs sauvages, même à l'intérieur, car c'est vide depuis environ 2 mois. Vous verrez pourquoi dans une minute, de jolies fleurs sauvages nous entourent. Et ce sont des saules qu'Adam a plantés. Ils poussent à partir de simples branches. Le saule est très facile à reproduire. Une simple branche plantée en terre devient un nouvel arbre. Et c'est un arbre qui pousse assez vite. Ici, on peut voir le profil de la scie Homemaker. Parce que, par hasard, hier, des câbles Internet ont été installés ici. Ils ont une tarière qui pousse le câble aussi profondément dans le sol. Ce n'est pas tout à fait 1 mètre sans avoir à creuser la tranchée. Ils ont creusé ici pour dériver une ligne jusqu'à chez moi. Et vous pouvez voir que la couche arable avec les mottes est assez sombre, c'est bien. Et puis à mesure qu'on descend, ça devient de plus en plus clair. Et vers la fin, vous pouvez voir l'argile. C'est une argile qui contient de nombreuses pierres. Pas beaucoup, mais suffisamment pour que l'étang ne fonctionne pas. Je me rends compte maintenant que ça s'appelle de la roche boueuse graveleuse. Et il y en a assez, vous savez, c'est vraiment de l'argile solide. Et pourtant, il y a assez de pierres dedans pour que l'eau puisse s'infiltrer. C'est mauvais pour un étang, mais en fait très bon pour l'agriculture, parce que ça veut dire que ça ne devient pas trop détrempé ici en hiver. Malgré les fortes pluies, l'an passé, nous avons reçu environ 1200 mm, soit 45 pouces. Et enfin, nous avons ici une belle allée de bouleaux argentés. Ceux-ci ont été plantés il y a 3 ans, comme de très jeunes plants. Ils ont des collerettes autour de la base, juste pour empêcher les lapins de grignoter, ce qui peut tuer l'arbre. Je vais donc les laisser encore un peu. Et ensuite, au fond, il y a du noisetier pour une future coupe. J'espère que vous avez apprécié cette petite visite. Vous pouvez aussi admirer les jolies fleurs sauvages que certains qualifieraient de mauvaises herbes. Mauvaises herbes et fleurs sauvages, c'est un équilibre entre les deux.